Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la fac sur le Camino Frances. Alors, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, l'épisode précédent, je vous conseille d'aller l'écouter avant de poursuivre avec cet épisode-ci. On va donc commencer cette deuxième partie de la fac avec une autre question qui revient très souvent, c'est-à-dire quel est le matériel nécessaire pour faire le Camino. Alors comme c'est un épisode de podcast, c'est un petit peu difficile pour vous de prendre des notes peut-être et tout. Je vais pas vous faire une liste ici du matériel à apporter. J'ai justement fait un post Instagram il y a quelques jours où je vous donnais toute la liste des choses que moi je pense qui sont nécessaires pour le Camino Frances. Je vais mettre le lien vers ce post Instagram dans la description de l'épisode. Donc si vous voulez aller voir ça, vous pouvez y accéder de cette façon. Mais disons que en général, ce que je vous conseille pour le matériel à apporter, c'est déjà de ne pas apporter trop de vêtements parce que c'est une des choses que j'ai vues le plus, et d'ailleurs les gens, c'est ce dont ils se défont le plus sur le Camino, ou qu'ils envoient par la poste à Santiago ou chez eux, parce que voilà, ça pèse, ça alourdit énormément leur sac à dos. Donc moi, je ne vous conseille pas d'apporter trop de vêtements. De toute façon, vous allez pouvoir laver vos vêtements tous les soirs, que ce soit avec une machine à laver ou à la main. Et bien sûr, si vous y allez en hiver où c'est un peu plus difficile de faire sécher les choses, alors là, ok, peut-être que apporter un petit peu plus de vêtements, ça peut être une bonne idée, aussi parce qu'il va faire plus froid, mais surtout pour que vous ayez toujours un rechange sec, comme c'est un peu plus difficile de faire sécher les choses en hiver. Mais si vous partez vers la fin du printemps, en été et début de l'automne, c'est vraiment pas nécessaire d'apporter énormément de vêtements parce que les choses vont avoir le temps de sécher presque tout le temps. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'apporter vraiment un ensemble de vêtements pour dormir, donc des pantalons, des leggings, des shorts et un chandail à manches courtes ou à manches longues selon la saison, et la même chose pour marcher, donc un pantalon pour marcher et un maximum 2 hauts pour marcher. Donc comme ça c'est vraiment c'est suffisant, vous allez avoir le temps de sécher les choses, de laver les choses, et comme ça, vous ne vous chargez pas de trop de choses. Parce que c'est vraiment, les vêtements, c'est vraiment ce que la plupart des gens apportent de trop. Vous n'avez pas besoin d'avoir 4 paires de pantalons, 5 chandails et 5 paires de petites culottes et de chaussettes, parce que vous allez pouvoir laver régulièrement, donc voilà. Aussi, essayez de réduire la quantité et le poids des produits d'hygiène que vous apportez. Là encore, c'est après les vêtements, là où les personnes ont le plus de poids dans leur sac. Vraiment, essayez de réduire déjà la quantité. On est sur le chemin pour marcher et tout, donc voilà, on n'a pas besoin d'énormément de produits, essayez vraiment de réduire au maximum. Vous allez voir, c'est un bel exercice aussi de simplification de votre routine beauté. Et voilà, donc je vous encourage vraiment à essayer de réduire le plus possible, d'utiliser des produits qui ont multi-usages, multifonctions, genre un savon solide qui va vous permettre de laver vos vêtements, de vous laver vous. Il y a même des savons qui font aussi shampoing. Bon, là, faut tester parce que c'est pas adapté à tous les cheveux, mais voilà, donc on essaie vraiment de trouver des produits qui font plusieurs choses pour pas avoir des doublons. Et aussi, le plus possible, surtout si vous avez des produits liquides, essayez de les
de les transférer dans des contenants plus légers. Donc, si vous avez une crème hydratante qui est vendue dans un contenant en verre, par exemple, eh bien, transférez-la dans un contenant en plastique qui va peser genre 10 fois moins. Donc, et qui aussi risque moins de se casser et tout. Donc, c'est tout des petits trucs comme ça, mais qui peuvent vous faire passer de 500 grammes de produits de beauté et tout, d'hygiène, à 100 grammes, quoi. Donc, ça fait la différence sur les épaules. Aussi, on achète des produits format voyage. Le dentifrice, on trouve tout sur le Camino, donc un dentifrice de 100 grammes, c'est absolument suffisant. Vous allez trouver du dentifrice tout le temps, quoi. Donc, pas besoin d'apporter le tube qui va nous durer tout le Camino. Ou des trucs comme ça, même chose, le shampoing et tout, apportez une petite bouteille et vous rachèterez au fur et à mesure. D'ailleurs, ça c'était un autre de mes conseils, c'est qu'on peut tout acheter sur le Camino. On est dans la civilisation, on est rarement à plus de 3 ou 5 km d'un village et tout. Dans même les petits villages, tout ce qui est produits d'hygiène et tout, on trouve tout. Bien sûr, les vêtements, c'est un petit peu plus compliqué, mais dès qu'on arrive dans une ville moyennement grande, on a plein d'options et tout. Donc là encore, il y a des décathlons, je pense qu'il y a genre 5 décathlons sur la route. Presque à toutes les semaines, vous allez rencontrer un Décathlon ou des magasins de sport. Je suis pas sponsorisée par Décathlon, hein. Mais voilà, donc c'est celui qui a le plus de choix en général. Et donc voilà, c'est pas nécessaire de tout apporter. Laissez-les au cas où à la maison, parce que c'est souvent ça qui alourdit le sac et qu'on regrette d'avoir apporté. Et finalement aussi, par rapport au matériel, si vous pensez dormir principalement dans les albergues municipales, donc j'en ai parlé dans l'épisode précédent de la différence entre les différents albergues, eh bien apportez un sac de couchage si vous allez au printemps et automne ou en hiver, et un sac à viande, donc c'est un genre de drap hyper léger qui permet de protéger le sac de couchage ou qui fait comme un drap si vous allez en été, parce que dans les albergues municipales, il n'y a pas toujours de drap. Donc voilà, ça, et avec le Covid, il n'y a presque pas de couverture, c'est très difficile d'avoir des couvertures, donc apporter ça voilà, pour être sûr de pas avoir froid. Et aussi moi, même dans les albergues privés et tout, dans les pensiones et tout, je dors toujours avec mon sac à viande, parce qu'on sait jamais combien de fois les couvertes, les draps et tout ont vraiment été lavés. Donc voilà, ça c'est peut-être ma petite paranoïa, mais voilà, un sac à viande, ça pèse rien, ça prend pas de place, donc c'est bien à avoir dans son sac. Ensuite, toujours un peu en lien avec le matériel, est-ce que quelque chose qui est très très commun sur le Camino, c'est d'envoyer du matériel à Santiago ou chez soi, parce qu'on a trop à porter de choses, ou de faire transporter son sac, soit parce que on se rend compte qu'il est beaucoup trop lourd et par contre on veut pas se défaire de nos affaires et tout, soit parce qu'on est blessé, ce qui m'est arrivé à moi. J'ai dû faire transporter mon sac pendant 5 jours parce que j'avais une inflammation au genou, une tendinite au genou. Donc, j'ai dû faire transporter mon sac pour pouvoir continuer à marcher sans empirer l'inflammation. Donc, voilà. Pour le transport du sac, c'est hyper simple. Ça coûte 5 € par jour. Dans chaque albergue, il y a des petites enveloppes où vous ne faites que mettre les 5 €. Vous attachez l'enveloppe à votre sac à dos. Vous appelez la compagnie, tout est écrit sur l'enveloppe, pour leur dire « Bonjour, j'aimerais faire transporter mon sac de telle ville, de tel albergue dans telle ville à tel autre albergue dans telle autre ville. » Et eux, le matin, ils prennent votre sac et ils le transportent et pas de problème. J'ai eu un problème seulement une fois, mais c'était ça a été notre faute. Donc voilà, mais moi j'ai pas entendu parler d'aucun problème avec les sacs, de vol ou de trucs comme ça. C'est hyper simple, hyper pratique, hyper sécuritaire comme service. Donc si vous avez besoin, sachez que ça c'est une option. Aussi, par exemple, un de mes compagnons de voyage qui avait 65 ans, lui, il a fait transporter son sac tout le Camino parce que sinon, il n'aurait pas pu faire le Camino. Donc, vraiment, c'est une possibilité qui permet de vraiment ouvrir le Camino à tout le monde.
Ensuite, pour envoyer le matériel à Santiago, il y a plusieurs options. Donc, les postes, vous pouvez le faire envoyer par la poste et soit profiter du service des postes de garde de paquets. Je me rappelle pas s'il y a un terme technique pour ça en français. Ou soit il y a plusieurs albergues et tout qui offrent de garder vos sacs moyennant 25 €, il me semble, le temps que vous arriviez à Santiago. C'est aussi très sécuritaire et tout. Je connais des pèlerins qui ont fait ça durant le Camino et ils n'ont eu aucun problème. Donc, sachez aussi que, voilà, si vous apportez trop de matériel et que dont vous ne voulez pas vous défaire, vous pouvez aussi utiliser ce service. Bien sûr, comme je disais dans l'épisode précédent, c'est à budgéter, c'est à mettre dans votre budget. Si vous pensez faire transporter votre sac, eh bien, c'est 5 € par jour. Et si vous voulez envoyer un paquet à Santiago ou chez vous, chez vous, ça va dépendre d'où c'est, bien sûr, mais pour envoyer à Santiago, c'est en général 25 €, autour de 25-30 €, selon bien sûr aussi le poids que vous envoyez. Mais voilà, juste pour vous donner une petite idée des prix. Ensuite, autre question qui revient souvent, c'est quelle est la condition physique nécessaire pour faire le Camino? Donc, le Camino Frances ne présente aucune difficulté technique, mis à part 3 étapes qui sont un peu plus difficiles parce que il faut monter des montagnes. Donc, il y a pas mal de dénivelés positifs et négatifs. Donc, ce sont les 3 seules étapes vraiment difficiles sur le Camino. Par contre, elles peuvent toujours être divisées en 2. On peut toujours s'arrêter à moitié ou presque, ou peut-être un peu avant ou un petit peu après, pour la faire en deux étapes, par exemple. Si on n'est pas assez en forme ou si on a des problèmes de santé ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, le Camino, il peut être fait par presque tout le monde. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avant de partir faire le Camino, parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure expérience, parce que les premiers jours sont traumatisants. Si vous n'avez jamais fait de pèlerinage du genre, il y a des personnes déjà à la 2e journée qui avaient le genou hyper gonflé ou des problèmes et tout, parce qu'ils ne s'étaient pas entraînés suffisamment. Leur corps n'était pas prêt pour faire l'effort, pour fournir l'effort qu'il faut fournir sur le Camino, parce qu'on va pas se mentir, c'est un effort continu sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et donc ça demande au corps un temps d'adaptation. Donc, moi, je vous conseille vraiment essayer de vous entraîner. D'ailleurs, j'avais fait l'épisode numéro 11 dans lequel je vous parle de mon entraînement pour le Camino, et donc je vous donne quelques conseils pour vous y préparer, pour y arriver le plus préparé possible. Je vais aussi mettre le lien de cet épisode en description si vous avez besoin. Ensuite, autre question qui est reliée assez avec la condition physique aussi, c'est jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut marcher le Camino? Eh bien, il n'y a pas d'âge. Il y a des gens de tous les âges sur le Camino. J'ai vu un bébé de 12 mois et j'ai vu des gens de plus de 80 ans faire le Camino et arriver à Santiago. Ok, le bébé, il n'est pas arrivé à Santiago, il faisait seulement quelques étapes. Mais toutes les autres personnes, même les personnes de plus de 80 ans, sont arrivées à Santiago et ont réussi à faire le Camino. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge pour marcher sur le Camino. Bien sûr, peut-être les personnes plus âgées, généralement, faisaient transporter leur sac à dos, ce qui les aidait à pouvoir faire le Camino complet, par exemple. Donc, à prendre en considération. Et ce qui est vraiment surtout important, c'est d'aller à son rythme. C'est ça le plus important sur le Camino. Pour réussir le Camino, c'est vraiment de marcher à son rythme, de faire à son rythme. Si on respecte son corps, on écoute son corps, on va à son rythme, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à faire le Camino. Nous sommes faits pour marcher, donc le Camino est faisable, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, mais il faut vraiment apprendre à s'écouter et respecter son rythme. Une autre question très intéressante que j'ai reçue, c'est est-ce qu'on se sent en sécurité sur le Camino? Alors, ma réponse c'est oui. Moi, je me suis jamais sentie en danger sur le Camino. J'ai eu aucun problème. J'ai entendu parler, bien sûr, de quelques épisodes et tout, mais c'est comme
dans n'importe quel voyage, n'importe quel endroit, il faut prendre les précautions normales. Donc, si on est malheureusement, si on est une femme, le soir, le matin, on évite de marcher seul. Si vous voulez sortir très tôt le matin, demandez un peu autour s'il y a d'autres pèlerins qui pensent partir plus ou moins à la même heure que vous. Même chose le soir. Après, le soir, il y a pas grand monde qui marche le soir parce que les albergues ferment à 22h. Certains albergues privés, il faut arriver avant 5h, 6h, 7h du soir. Donc voilà, marcher le soir, j'ai rarement entendu. Bien sûr, si vous êtes dans une ville genre Burgos ou Léon, si vous sortez le soir, sortez avec d'autres pèlerins. Comme ça, vous ne revenez pas toute seule, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui est des vols et tout, moi, dans les albergues, pendant tout le mois que j'ai été, je n'ai pas entendu parler de vol. Par contre, j'ai rencontré des pèlerins qui ont fait d'autres caminos ou qui ont fait le camino à d'autres périodes où c'était plus achalandé et tout. Et ils m'ont raconté que certaines personnes ont été volées et tout. Ici encore, je pense que c'est les précautions normales, comme quand on va dans n'importe quel endroit. On laisse pas les objets personnels de valeur sur le lit quand on quitte la pièce. On fait attention dans les grandes villes parce que il y a plus de pickpockets, plus de risques, etc. Mais donc voilà, c'est très 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 sécuritaire. Moi, ça m'est arrivé de marcher toute seule sur le camino pendant toute une journée. Je ne me suis jamais sentie en danger. Mais voilà, c'est pas parce que c'est pas arrivé à moi que ça peut pas arriver. Mais honnêtement, c'est vraiment très sécuritaire. Comme je disais aussi dans le premier épisode, on n'est jamais vraiment seul sur le camino. Il y a toujours quelqu'un devant, toujours quelqu'un derrière. Bon, sauf si vous partez genre à 10h du matin. Là, vous allez peut-être être le dernier. Mais vous passez régulièrement des villages ou des villes. Et il y a presque toujours, même des cyclistes. Il y a beaucoup de cyclistes et tout. Donc, vraiment, être seul sur le camino, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, faut juste prendre les précautions normales, mais c'est très très sécuritaire de faire le camino, qu'on soit une femme ou pas. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on doit tout réserver à l'avance quand on fait le camino? Alors, si vous voulez faire un mois de camino, vous voulez faire le camino complet de Saint-Jean à Santiago, moi je ne vous conseille pas de tout réserver à l'avance parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer sur le camino. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir un problème physique qui vous empêche de marcher pendant quelques jours. Vous pouvez vouloir rester plus longtemps à un endroit, par exemple une ville, visiter une ville et tout, que vous n'aviez pas prévu. Vous pouvez rencontrer des gens qui vont plus rapidement, moins rapidement que vous et vous avez envie de marcher avec eux. Vous pouvez avoir n'importe quel problème imprévu et tout. Donc vraiment, si vous partez pour un mois, moi je ne vous conseille pas de réserver parce que ça va seulement vous mettre la pression de devoir arriver à tel endroit, tel jour et tout. Et c'est pas vraiment le but du camino. Si vous vous sentez vraiment insécure que le fait de ne pas avoir d'endroit réservé et tout, ça vous stresse, alors oui, faites-le, bien sûr, mais assurez-vous d'avoir la possibilité d'annuler votre réservation sans frais et tout, parce que vraiment, ça pourrait être difficile de respecter le plan initial. Donc voilà, moi je ne vous conseille pas de réserver, mais si vous sentez le besoin, faites-le, mais prenez bien sûr la possibilité d'annuler sans frais et voilà, sachez que si ça arrive, vous allez devoir tout décaler quoi. Donc ça prend en considération aussi. Si aussi ça vous stresse de ne pas avoir les choses réservées pour la nuit, le soir qui vient, alors vous pouvez réserver 1 ou 2 jours à l'avance. Donc en sachant plus ou moins où vous pensez aller et tout, vous pouvez réserver par exemple aujourd'hui pour demain. Donc comme ça, vous savez où vous allez dormir et vous êtes moins stressé. Ça, nous, on l'a fait plusieurs fois aussi et je vais vous expliquer aussi quelles sont les fois où je vous conseille au contraire de réserver un peu à l'avance. Mais voilà. En général, je ne conseillerais pas de tout réserver à l'avance. Maintenant,
je vous conseille de réserver à l'avance, 1 ou 2 jours. Plus que ça, c'est un peu difficile parce que comme je vous dis, vous savez pas, vous pouvez avoir une douleur tout d'un coup et tout. Certaines zones ne sont pas desservies par les transports en commun et même les taxis, c'est très difficile. Donc, je peux pas non plus vous dire, ah ben oui, au pire, si vous avez un problème, vous allez pouvoir vous y rendre genre en transport ou en taxi. Parce que certaines fois, il n'y a absolument rien de transport en commun ou de taxi. Donc, ne comptez pas non plus toujours là-dessus. Mais voilà, je vous conseille de réserver 1 ou 2 jours à l'avance dans les cas suivants. Donc, si vous y allez en période de grande affluence, genre juillet, août, où il y a beaucoup de gens, alors là, oui, je vous conseillerais peut-être de réserver 1 ou 2 jours à l'avance. Par contre, les municipales ne réservent pas, donc vous allez devoir rester dans les albergues privés qui coûtent plus cher. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Si vous prévoyez arriver tard dans la ville ou dans le village parce que vous faites une étape plus longue que d'habitude ou vous avez envie de dormir plus tard cette journée-là ou je ne sais pas quoi, alors là, oui, réservez parce que la plupart des endroits sont complets. Là, par exemple, moi, où on n'était pas dans une période... ça a été un mois de mai plus achalandé que d'habitude, mais ça nous est arrivé qu'il y ait des villages où tout était plein à 1 heure, maximum 2 heures. Donc, si vous prévoyez arriver plus tard que ça, alors là, oui, je vous conseillerais de réserver. Et aussi, il y a certaines villes, certains points critiques sur le Camino, mais ça, d'habitude, ils sont indiqués dans les guides, où... tout le monde s'arrête là pour X raisons. Et donc, c'est le genre d'endroit où ça peut être difficile de trouver un endroit où dormir si vous n'avez pas réservé ou si vous n'arrivez pas parmi les premiers pour prendre les places dans l'albergue municipal. Donc, dans ces villes-là, qui, je répète, sont indiquées dans les guides, là, je vous conseille de réserver parce que, oui, c'est un peu plus compliqué et j'ai entendu dire de certaines personnes qui ont dû dormir, par exemple, en dessous d'un pont une nuit. Après, de ne pas trouver absolument rien, c'est presque impossible. Ce qui arrive sur le Camino, c'est de ne rien trouver dans son budget. Donc, si vous avez budgété pour payer seulement entre 8 et 10 euros par nuit, mais qu'une nuit, vous ne trouvez pas et vous devez payer 50 euros, c'est là, généralement, où les gens disent qu'ils ne trouvent pas, mais c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas payer ce prix-là. Mais de ne trouver absolument aucun endroit pour dormir, c'est presque impossible parce qu'il y a vraiment beaucoup d'hébergements sur le Camino Frances. Et finalement, dernière question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est nécessaire de parler espagnol ou anglais sur le Camino Frances? Alors, essentiel, non. Préférable, oui, parce que, je vous explique, ça va être très difficile de rencontrer des gens sans parler espagnol ou anglais. Vous allez rencontrer d'autres francophones. Mais voilà, ça va être beaucoup plus difficile de rencontrer les gens de tous les autres pays. Ce qui, à mon sens, parce que moi j'adore rencontrer des gens de tous les pays, on perd un peu de l'expérience du Camino. Mais voilà, c'est tout à fait faisable de faire le Camino sans parler ni espagnol ni anglais. Par contre, là encore, ça va être un petit peu plus compliqué de réserver ou de demander des informations. Moi, ça m'est arrivé de réserver des hébergements pour d'autres personnes parce qu'elles ne parlaient ni anglais ni espagnol et elles ne réussissaient pas à se faire comprendre ou à comprendre ce que l'autre personne disait, le propriétaire de l'albergue et tout leur disait. Donc, bien sûr, ça va être un petit peu plus difficile et vous allez devoir peut-être demander à d'autres personnes de vous aider, ce qui permet de faire des rencontres aussi, donc c'est pas un problème, mais voilà, sachez que ça risque d'être plus difficile si vous avez besoin de quelque chose aussi et tout, par exemple, si vous êtes blessé ou vous avez besoin de quelque chose, eh bien, c'est sûr que ça va être plus difficile de vous faire aider si vous ne parlez ni anglais ni espagnol.
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre quelques phrases de base, que ce soit en anglais ou en espagnol, pour justement pouvoir un peu discuter un minimum avec les gens et surtout pouvoir réserver vos auberges, avoir des informations si vous avez besoin et tout. Moi, un site que j'adore, que j'utilise quand je pars en voyage, il s'appelle Omniglot. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est un site qui fournit les phrases essentielles dans pratiquement toutes les langues parlées sur cette planète. Donc, moi, par exemple, quand j'ai fait la Via Dinarica en Slovénie, j'avais imprimé la feuille avec les phrases essentielles en slovène pour pouvoir demander et me faire aider si j'avais besoin. Donc, je vous conseille vraiment d'imprimer une feuille comme ça avec les phrases clés pour pouvoir vous débrouiller. Après, ce n'est pas nécessaire d'apprendre beaucoup de choses, hein. C'est vraiment des petites phrases bases, genre est-ce que vous avez des lits disponibles ce soir, à quelle heure vous fermez, ou combien ça coûte, des phrases de base comme ça. C'est pas besoin de passer plusieurs heures à apprendre l'espagnol ou l'anglais. Certaines phrases, juste quelques phrases, sont complètement suffisante. Donc, j'espère que ces réponses vous aident un petit peu vous aideront à planifier votre Camino Francés. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous aimeriez avoir des réponses, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à randonnézen ou par courriel à sarah@randonnézen.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, bien sûr, dans la mesure où je connais la réponse. et voilà, n'hésitez pas, j'adore parler du Camino Francés, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. On se voit pour un prochain épisode et je vous laisse sur la citation de la semaine. Si tu n'y arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Et c'est une citation de Jean Giono. Donc voilà, on se voit dans un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnézen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.